Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans la mesure où le verbe mourir, autour duquel va s'articuler cette dernière leçon, induit un achèvement, une finalité, une interruption, dead end, comme on dirait en anglais, une impasse, un cul-de-sac, au-delà duquel personne ne peut dire ce qui arrive ou qui s'éteint au-delà. On conviendra alors que ça aurait été assez spectaculaire que je meure ce matin. Ça en aurait scotché plus d'un. Au verbe mourir, il meurt. Quelle intégrité et quel don de soi. Mais apparemment, non. Comme à chaque mardi depuis 2 mois, passant sous le fronton du collège, aux alentours de 6 heures du matin, j'ai salué les gardiens et je me suis rendu dans la petite pièce où j'ai pris l'habitude de m'installer pour apporter les dernières corrections à la leçon du jour. Et là, aujourd'hui, dans le silence de ce temple du savoir, j'ai écouté battre mon cœur. Alors, qu'est-ce qui le fait battre ? Et pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? Ce n'est pas que je l'espérais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que mourir aujourd'hui ne serait pas tout à fait absurde. Seulement, j'avais beau attendre, Thanatos ne s'est pas présenté, je ne suis pas mort, et j'en suis presque navré, car en place du spectaculaire que cela aurait été, je vais devoir une dernière fois vous offrir la fragilité improbable de quelques métaphores, les rêveries glanées ici et là au cours de cette semaine sous la forme imaginaire de quelques morceaux de puzzle. Alors, commencer comme finir sont des verbes qui établissent un seuil, celui par lequel nous entrons et celui par lequel nous sortons. Arc de triomphe, porte de Bélem, embouchure de delta et delta où se jettent les grands fleuves, Danube retrouvant la mer Noire. Entre la source et l'océan, bien vallées, plaines, villes et villages en sont les lieux de passage, souvent à ciel ouvert, mais par moments souterrains, à l'image de nos vies, le long de nos paysages. C'est donc un voyage, nous y entrons et nous en sortons. Et c'est pourquoi, dès que l'humain a su écrire, il a trouvé bon d'associer les entrées de ces cités et de ces temples à des sentences et des préceptes gravés au fronton des portes. On entre donc par l'écriture et on ressort par l'écriture. Il n'est pas besoin de chercher bien loin. Tout à l'heure, en sortant du collège, vous n'aurez qu'à lever la tête pour le voir. Alors, beaucoup le savent, et les autres l'ont peut-être remarqué, docet omnia, il enseigne toutes choses, est la devise inscrite au fronton du Collège de France depuis sa fondation par François Ier en 1530 sous les conseils de Guillaume Budet, humaniste, fameux helléniste, dont la statue trône aujourd'hui dans la cour du collège. Et cette devise docet omnia, je l'ai découvert il y a plus d'1 an lors de mes premières visites ici, et j'avoue ne pas avoir été frappé par la profondeur de son sens. Elle m'a semblé ennuyeuse et un peu austère, tout en éprouvant à sa lecture une étrange sensation de déjà-vu. Je venais d'accepter l'invitation de prendre la charge de cette chaire annuelle, Invention de l'Europe par les langues et les cultures, et comme je n'avais aucune idée ni dans quoi je m'embarquais, ni de la manière avec laquelle j'allais m'y prendre pour tenir une leçon inaugurale, 8 leçons et 8 séminaires, je me suis penché sur cette devise, me disant que pour espérer un jour finir, il fallait bien commencer quelque part, et que j'allais commencer par elle, cette devise, manière peut-être de faire connaissance avec l'esprit de ce collège. Alors la pêche ne fut pas tout de suite miraculeuse. Tout d'abord, docet omnia, il enseigne toutes choses, ne signifie pas qu'en ce lieu, tous les savoirs sont enseignés, mais que ceux qui le sont ont été choisis sans contrainte ni restriction et en toute liberté. En d'autres termes, au Collège de France, il peut s'y enseigner tout à partir du moment où on le décide. Bon, c'était bien, mais ça ne me plongeait pas dans un état de sidération poétique.
ce qui ne me bouleverse pas ayant tendance à m'ennuyer. Demeurait quand même cette sensation de déjà-vu, comme lorsque, devant un visage nouveau, vous avez le rappel d'un autre visage qui, bien que familier, reste insaisissable, et vous vous demandez, mais ce visage inconnu me fait penser à quelqu'un, mais à qui? Eh bien, Docet Omnia était un peu ça, un inconnu qui me renvoyait à un connu que je ne parvenais pas à identifier. Pour trouver, il m'a fallu quelques dérives et des errances, quelques angoisses aussi, avant que ne s'alignent les éléments nécessaires à la révélation, quand, 6 mois plus tard, lors d'une promenade sous le soleil caniculaire d'un été grec, essayant de cueillir une figue sur la plus haute branche d'un figuier, dans l'assourdissant bourdonnement des cigales, j'ai pensé « Docet Omnia » sans raison aucune. Et quelque chose s'est aussitôt déplacé en moi pour considérer cette devise non plus sous l'angle de l'idée, du sens, comme quelque chose qui se pense, mais plutôt comme l'écho d'une autre devise entendue ou lue il y a longtemps. Quelque chose en moi qui comptait précieusement à mes yeux se reconnaissait en Docet Omnia et cherchait à remonter à la surface. La pensée est une étrange marée lorsqu'elle fonctionne par association. Elle monte, redescend, va et vient et laisse sur la plage de la conscience des fragments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais rassemblés, ils donnent à découvrir un sens inattendu. Et on est ballotté d'une image à une autre, d'une idée à une autre, d'un souvenir à un autre, jusqu'à ce que, dans le ciel de notre cerveau, apparaisse une constellation, une arborescence lumineuse, toile d'araignée, dont chaque fil est une de ces images, et dans laquelle vient s'agglutiner, pris au piège, le magnifique papillon du récit, de l'histoire, que l'écriture n'a plus qu'à emmailloter et dévorer avant de déployer en poème. Bien des tatoués peuvent en témoigner. Il suffit de se faire un premier tatouage pour ne plus savoir s'arrêter. Eh bien, idem pour qui pense par association. L'une en entraîne une autre et c'est l'avalanche. C'est un tel foisonnement qu'il ne faut surtout pas se demander « mais pourquoi est-ce que j'associe ça à ça ?» Car alors on s'engouffre dans un tel labyrinthe polymorphe, lequel, n'ayant de cesse de se multiplier, que l'esprit submergé se retrouve condamné à l'immobilisme. Il ne faut donc rien demander à ce qui s'associe, accepter, rester spectateur de ce qui se pense en nous. Car évidemment, la question se pose, pourquoi là, suspendu entre terre et ciel, parce que tendu vers cette figue que je ne parvenais pas à atteindre et sur le point de me casser la figure? Pourquoi, énervé, au lieu de faire comme tout le monde et éructer un efficace et conventionnel putain de bordel de figue de merde de chiottes, je me suis exclamé « Docet Omnia ». Que venait faire le Collège de France dans le petit village d'Arménoï, paumé au beau milieu des collines crétoises? Et quel rapport pouvait-il y avoir entre le ciel parisien du mois de février, encore très lointain, où m'attendait une leçon inaugurale à laquelle je n'avais pas du tout envie de penser, et cette figue gorgée du soleil du mois d'août? La canicule me tape sur le crâne, me suis-je dit, j'aurais dû prendre une casquette, je suis en train de me payer une franche insolation. Et c'est là, à ce mot d'insolation, alors que se cassait la branche sous mon pied et que je dégringolais de l'arbre, qu'a surgi à mon esprit l'image des pèlerins gravissant la montagne sacrée sous un soleil de plomb, dans la surchauffe vibrillonnante de la canicule et la violence aveuglante de la lumière. C'est ce fragment d'image, telle la dernière pièce manquante d'un puzzle qui, traversant furtivement mon esprit au moment où j'étais en train de tomber, m'a jeté brutalement au visage l'association que je n'avais cessé de chercher et permis de remonter le fil au bout duquel j'ai trouvé à quoi Docet Omnia était rattaché. Docet Omnia, il enseigne toute chose, me renvoyait 2 millénaires plus tôt vers cet autre fronton, aujourd'hui disparu, apollinien celui-là, à l'entrée du temple de Delphes, dédié à l'oracle, à la divination et à la connaissance, et où, faisant écho à « il enseigne toute chose », était gravé ce précepte furieux « connais-toi toi-même ». Il enseigne toute chose, connais-toi toi-même. Alors, le lien entre les deux m'a semblé d'une telle évidence, et Docet Omnia libérait tout à coup une poésie que je ne lui avais pas soupçonnée, comme le grain d'épice, une fois moulu, libère ses senteurs et parfums. Dès lors, rentré en France, j'ai fouillé partout, dans les livres et dans chaque leçon inaugurale. J'ai regardé chez les plus éminents hellénistes,
Nulle part, je n'ai trouvé la trace d'un texte ou d'un entretien qui, de près ou de loin, confirmait ce lien entre le Collège de France et le Temple de Delphes, entre la devise de l'un et le précepte de l'autre. Alors, comme d'habitude, me suis-je dit, j'avais encore déliré et je devais encore avoir tout faux, mais comme d'habitude, me suis-je aussi dit, mon délire m'intéresse plus que la vérité, et il avait beau être faux, ce lien était le mien, je l'avais fait tout seul et devenait de ce fait entièrement vrai. Je me suis souvenu de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, dont la grande rosace n'est pas centrée avec la porte principale. Il n'existe aucune cathédrale au monde où la rosace ne soit pas centrée avec sa porte principale. Alors, si la rosace de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse n'est pas centrée avec la porte principale, moi, je pouvais très bien avoir une pensée qui ne soit pas totalement centrée avec la pensée principale. Et associée à ma convenance, docet omnia à connais-toi toi-même. Et que non seulement j'allais revendiquer fièrement cette association, mais que j'en ferai aussi la conclusion de ma dernière leçon, tant elle raconte qui je suis, dévoile ma manière de penser, ma façon d'écrire, et que, s'il me fallait résumer le rapport que j'entretiens avec l'écriture, cette image d'un homme qui se casse la figure pour avoir tenté, sous le soleil d'un été grec, d'atteindre une figue impossible à cueillir, était la plus belle des métaphores. Docet omnia et connais-toi toi-même. Alors ce lien était à mes yeux d'autant plus une belle et émouvante évidence que le Collège de France peut, depuis sa fondation, être vu comme une promesse tenue envers l'hellénisme, puisque, contre vents et marées, de Guillaume Budet lui-même et Adrien Turneb au XVIe siècle jusqu'à Jacqueline de Romilly, d'Isaac Casaubon jusqu'à Jean-Pierre Vincent, de Henri-Charles Puech et Georges Dumézil jusqu'à Vinciane Pirène Delforge, dont on peut suivre les merveilleuses et si lumineuses leçons, ici même chaque jeudi à 11h, l'amour de cette Grèce des dieux, des philosophes et des grands tragiques n'a cessé de se transmettre au cœur de cette enceinte où nous nous tenons ce matin pour évoquer le contre-jour du verbe mourir. Il enseigne toute chose, donc, et connais-toi toi-même. J'ose penser que la statue de Guillaume Budet ne descendra pas de son socle pour venir ici, mue d'une colère indicible, me reprocher ce rapprochement entre enseignement et connaissance. Dès lors, à condition de les placer au même niveau de poésie et de les considérer comme des opérations de transformation, il devient possible de mettre en lien le Collège de France avec le Temple de Delphes, de mettre en lien pensée et savoir pour le Collège avec oracle et transe pour le temple. Alors, je vais y aller lentement. Voici une déclinaison géométrique de cette mise en relation. Soit le Collège de France, point A, sur une surface plane. Admettons que ce point A, parce que solitaire, est situé dans un espace sans aucune dimension. Monde à dimension 0. Soit le temple apollinien de Delphes, point B, sur une surface plane qui, parce que solitaire, est situé dans un espace sans dimension, un monde à dimension 0. Une mise en relation du point A avec le point B fait apparaître le segment AB. Et dès lors, par le surgissement de cette ligne dont les extrémités sont appelées A et B, Collège de France, Temple apollinien de Delphes, ou si on préfère, il enseigne toute chose et connais-toi toi-même, A et B basculent dans un monde à une dimension, celui de la largeur. Les choses, comme les êtres, une fois mis en relation les uns avec les autres, quittent leur dimension initiale pour accéder à une dimension supérieure. Et cette mise en relation entre une institution née des Lumières et un temple sacré dédié à l'oracle, grâce à leur passage vers la dimension supérieure, ramène à la mémoire une vérité oubliée qui est pourtant au cœur de tous les humains, une vérité qui chuchote chaque jour à nos oreilles, qui s'assoit à nos côtés dans le métro et qui, à l'instant de notre mort, avec tendresse, viendra nous demander des comptes. Cette vérité, Kolderlin, dans son sublime Hyperion, rappelait déjà, affirme qu'un être humain est un dieu quand il rêve, et un mendiant quand il pense. Le piège consiste à voir dans cette vérité une opposition entre le Dieu et le mendiant.
entre le rêve et la raison, entre le temple de Delphes et le collège de France, entre A et B. Or, il me semble, d'après ce que j'ai lu et entendu, et surtout de ce que j'ai pu observer dans les yeux de ma mère, quand, rendant l'âme, elle a vu se refermer le livre de sa vie, que ces oppositions qui nous constituent au cours de notre existence s'effondrent à l'instant de la mort. Les physiciens, Albert Einstein en tête, nous ont appris que l'espace est courbe et que, de ce fait, deux lignes parallèles finissent toujours par se rejoindre, ne serait-ce qu'au point de l'infini. Ainsi, celle que nous traçons au cours de notre vie pour affirmer nos choix, en opposant nos opinions, nos idées et nos valeurs à celles des autres, où nous rangeons sur une ligne les gens que l'on déteste et les regrets qu'on a pu avoir, et sur l'autre les gens que l'on aime et les bonheurs et les amours que nous avons connus, ces lignes que nous prenons bien soin de garder parallèles afin qu'elles ne se touchent jamais tout au long de notre vie, se rejoignent à l'infini de la mort. Et là, tout se dénoue et se relie. Si A est notre entrée dans le monde et B son point de sortie, alors mourir est la jonction des deux au point C, de tout ce que nous avons séparé, où les oppositions s'achèvent, où ce qui a été désuni se retrouve. Nahal Tajaddod, avec amitié, m'a soufflé cette phrase éclair du grand poète persan Rumi. C'est ce point qui m'a fait devenir compas. C'est ce point qui m'a fait devenir compas. La mort trace alors, à partir de ce point de jonction, le cercle qui inclut tout ce qui avait été séparé. Ce cercle, à l'instant C de la mort, c'est celui de l'identité que la mort seule, parce qu'elle arrête tout, peut donner à voir. En effet, si nous sommes capables de mettre en relation le Collège de France avec le temple de Delphes, si nous sommes capables de les mettre en relation, c'est précisément parce que l'un n'est pas du tout l'autre. Il en est de même entre l'origine et l'identité. L'un est A, l'autre est B. L'origine est la naissance, c'est A. L'autre, c'est B, c'est la mort. Confondre A et B, c'est effacer le segment qui les relie. C'est retomber à la dimension inférieure. Confondre l'origine avec l'identité, c'est confondre la naissance avec la mort. Cela annule le segment qui se trouve entre les deux, la vie. Si notre naissance nous offre une origine qui reste par définition toujours la même, quoi que nous fassions, nous sommes nés là, de tels parents et dans telle culture. Notre identité, en revanche, elle, ne cesse de voyager, de se mouvoir, de se transformer, d'évoluer au gré des rencontres et des événements, heureux ou malheureux, jusqu'à atteindre à l'autre extrémité ce point inversé de l'origine où, à son tour, l'identité se fixe, la mort. La mort étant en ce sens la définition la plus juste que nous pouvons donner à l'identité. Voilà pourquoi il est criminel d'arrêter l'identité de quelqu'un au cours de son existence. Criminel de l'épingler à la planche de nos morales, lui, victime, bourreau, méchant, mauvais, prédateur. C'est le tuer avant le temps, le tenir prisonnier, lui interdire le jardin où il lui sera possible de découvrir les paysages qui lui sont dus. Ceux qui, politiquement ou non, articulent leur existence dans l'affirmation d'une identité, font clan par conviction raciste, ceux-là sont des zombies, puisque bien que vivants, ils se sont pendus à la corde de leur doxa, fixant à jamais leur identité avant d'être morts. Si la naissance nous offre notre origine, seule la mort nous fait don de notre identité. Entre les deux, une ligne se trace, c'est notre histoire sur la Terre, segment qui nous permet d'accéder à la dimension supérieure. De cette omnia et connais-toi toi-même se relient donc, se répondent et se complètent. Bien. Pour te connaître toi-même, va donc faire un tour au Collège de France. Tu vas voir, c'est super, c'est gratuit, c'est accessible, et en plus, tu n'as pas besoin de diplôme. Seulement, voilà, sois prudent. Sois prudent. Car comme à Delphes, consulter l'oracle peut se terminer par une automutilation des yeux pour s'être découvert à la fois parricide et incestueux, trop traîner au Collège de France peut aussi très mal se terminer. Au risque de me répéter, non, s'ouvrir à la connaissance, s'ouvrir vraiment à la connaissance dans le but de se connaître soi-même ne va pas sans danger. Nous l'avons constaté à travers les verbes qui ont été abordés au long de ces leçons et des figures telles que Oedipe ou Déjanire, lorsque savoir n'est pas vécu en touriste, en consommateur de culture, en accumulateur de connaissances, mais lorsque savoir est accueilli comme une
expérience, une nécessité, une soif absolue, lorsque savoir est vécu comme une possession de notre esprit par l'esprit de l'ange, dont le feu excave et bouleverse toutes nos chimères. Alors, savoir devient vraiment paradoxal, savoir devient dangereux, savoir devient une révélation de soi et du monde, un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'invisible et le visible, un tremblement, c'est une tectonie de nos convictions, nous imposant une vision d'autant plus impitoyable de nous-mêmes qu'elle perce nos obscurités et révèle nos illusions. Alors, lorsqu'on éprouve cela, lorsque le rouleau compresseur du savoir nous passe sur le corps, façon asphalteuse, tout à coup, la nécessité d'une vie intérieure n'est plus un luxe. Ce n'est plus non plus un passe-temps pour bobos en posture de Virshikasana à l'atelier yoga du coin, mais la seule possibilité de survie et de dépassement. Or, faut-il le rappeler, aucune vie intérieure n'est possible sans poésie. Dans Une saison en enfer, Arthur Rimbaud écrit « Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. » C'est de cela dont il est question lorsqu'il s'agit de se confronter au savoir. C'est de faire le bond de la bête féroce et d'entrer dans la connaissance en étranglant toute joie. Le savoir, l'enseignement ne sont donc pas un divertissement ni une obéissance à un pouvoir quelconque. Ce n'est pas pour dire « bon, d'accord », ce n'est pas pour devenir esclave d'un travail qui nous transforme en un atlas portant le poids des labeurs, espérant au plus vite les vacances pour s'en délester 3 semaines durant au bonheur des tongs. Il ne s'agit pas de se cultiver, il s'agit au contraire de pénétrer dans la maison des secrets et tenter de résoudre la plus grande énigme lancée par cette sphinge invisible, qu'on la nomme le hasard ou qu'on la nomme Dieu, qu'on la nomme néant ou qu'on la nomme le grand tout, oracle incompréhensible qui nous pose toujours la même question et à laquelle aucun Oedipe ni aucun héros n'a jamais réussi à répondre. Comment cela se fait alors que l'univers a cette élégance que des génies ont traduit à travers des formules aussi sublimes que F égale MA ou E égale MC2 et des expressions aussi parfaites que être ou ne pas être, telle est la question et on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Comment cela se fait que malgré toute cette élégance, que le mal existe et pourquoi aucune vie n'est exempte de souffrance? Faire face à cette question, tenter de la déplier, c'est entrer dans l'obscurité, c'est pénétrer dans les fibres du mal. Un tel savoir nous jette dans des troubles immenses. Il nous force à reconnaître notre lien de parenté avec le mal. Il nous remet en question. Il tend un miroir abject de l'humanité où se reflète aussi une exécrable part de soi. Survivre à cela se paie au prix fort d'un désenchantement qui nécessairement exigera une traversée du désespoir. Une saison en enfer de Rimbaud, c'est 5 siècles après l'enfer de Dante, voyage infernal qui s'ouvre lui aussi par la lecture d'une injonction au fronton de la porte de l'enfer devant laquelle Dante s'arrête un instant avant d'en franchir le seuil. Injonction au désespoir puisqu'il y est inscrit « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». C'est finalement une manière un peu plus radicale pour dire la même chose que « Docet omnia et connais-toi toi-même ». Tu as voulu lire ce livre ? Tu as voulu consulter l'oracle et tu veux te connaître toi-même? Ah ouais, tu veux suivre les cours au Collège de France? Tu veux faire face à Sophie Calle, à Bénédicte Trémolière, à Nasser El-Kidwa et Michel Cassé? Tu veux rencontrer Florence Aubenas et te frotter aux blattes de Jean-Louis de Neubourg? Tu veux regarder la colère de Ehud Olmert et le chat d'Étienne Parizeau? Tu veux voir ce qu'ont vu de leurs yeux vus les yeux d'Anne-Claire Legendre et entendre ce qu'entendent les oreilles de Louis Langret et affronter la salle au miroir qu'est la pensée de Patrick Boucheron et la clairvoyance de Jean Jouzel? Tu veux vraiment comprendre ce que peut être la solitude dans la lumière d'Éric Phalippou? Tu veux cela quand rien ne t'y oblige? Très bien, alors laisse toute espérance et entre dans l'enfer pour y observer de cercle en cercle les pires immondices. Affronte le mal et tu entreras dans la possession de ta vie, condition pour retrouver ta Béatrice. De verbe en verbe et de leçon en leçon, c'est une variation musicale toujours autour de la même obstination. Soit on est spectateur de sa vie, soit on est acteur de sa vie. Soit on est touriste de sa vie, soit on habite sa vie. Soit on est directeur administratif de sa vie, soit on est artiste de sa vie.
Soit on passe son temps à organiser sa vie, soit on passe son temps à créer sa vie. Soit on est dans la rhétorique de sa vie, soit on est dans la persuasion de sa vie. Soit Achille vit une longue vie heureuse mais sans éclat, soit il vit une vie courte et héroïque. On se lève le matin, on a un rendez-vous, on est tendu vers ce rendez-vous. Mais dès lors qu'il est atteint, il n'est plus qu'un obstacle pour le rendez-vous suivant, vers lequel nous allons. Et de rendez-vous en rendez-vous, nous chutons vers un rendez-vous toujours plus bas, de sorte que ce n'est plus ce dont il est question dans ces rendez-vous qui comptent, plutôt que les rendez-vous eux-mêmes. Alors, arrimés à nos agendas, prisonniers de la tonsure du temps, nous égorgeons le présent, la possibilité d'être là, simplement là, dans l'instant et dans son intuition. Nous organisons les vacances avant que les vacances n'arrivent. Et une fois arrivées, nous organisons la rentrée avant que cette rentrée n'arrive. La rhétorique nous dévore et laisse peu de place à une marge de création, cette clairière de la persuasion où le présent peut exister. Alors qu'il n'est âgé que de 23 ans, quelques jours avant qu'il ne se suicide, en se tirant une balle dans la tête, se fixant ainsi et pour toujours en un éternel instant, Carlo Michelstatter, en 1909, écrit dans son incandescent ouvrage Rhétorique et persuasion, « Peut-on éternellement se tenir à l'écart de la lumière qui consume et se consume? Peut-on éternellement voir et dire que l'on n'a rien vu? Peut-on éternellement passer à côté de soi et faire semblant que ce soi est un étranger? Guerre aux mots raisonnables avec les mots sauvages. Guerre aux mots, mais guerre aussi aux dispensateurs éclairés d'un savoir coupé de la vie. Ces professeurs morts-nés, cadavres dévastés par la connaissance, comme l'arbre dévasté par la termitière. Tu écris, alors plante un couteau dans ta main, fais couler ton sang et que ça te réveille. La langue n'existe pas, tu dois la créer. Tu dois créer son mode, tu dois créer chaque chose pour que la vie soit tienne. Telle est la voie de la persuasion. Et la persuasion est partout et à portée de main. Il suffit de dire oui et de s'y engager. Elle nous vient depuis la nuit des temps. On la retrouve dans le livre des morts tibétain, on la retrouve dans la parole de l'Ecclésiaste, dans la parole du Christ, dans les tragédies de Sophocle, dans les inscriptions sur les temples mayas et dans les poèmes de Dante, et ceux de Léopardi. On la retrouve dans les jardins japonais, autant que dans les momies égyptiennes, que dans le théâtre d'Ibsen et dans l'insupportable douleur des personnages de Sarah Kane. Mais on la retrouve surtout dans le cœur silencieux de l'adolescent qui, sans rien montrer, pleure la perte de la magie. Le temple de Delphes a été bâti en 507 avant notre ère dans la lumière métaphysique et a vu les humains de son temps inscrire à son fronton « Connais-toi toi-même ». L'enfer a été écrit dans la lumière de la poésie vers 1307 et à l'entrée de l'enfer, Dante trouva bon d'écrire « Toi qui entres ici, laisse toute espérance ». Le Collège de France, fondé dans la lumière de la connaissance en 1530, s'est vu gratifié de sa devise « Il enseigne toutes choses ». Et nous alors? Levant les yeux, que lisons-nous au portail virtuel de nos écrans, de nos intelligences artificielles, de nos mondialisations, de nos globalisations, de notre fragmentation et de notre dérèglement climatique? Où est-il ce portail, le nôtre, ce fronton? Fronton de quel temple? Temple de quel Dieu? Dieu de quelle poésie? Où est-elle l'entrée donnant sur un enfer ou sur un paradis, ou sur quelle rêverie? Et quelle devise, précepte, axiome, pensée, contre quoi faire rebondir notre esprit? Quel héritage, à notre tour, allons-nous laisser aux poètes du prochain millénaire? Quel trésor qui saura les émouvoir aux larmes? Alors peut-être que ce n'est pas depuis l'Occident qu'une telle inscription devra naître, et ce serait justice. Car comment l'Occident serait en mesure de rêver le moindre fronton quand, dans l'âcreté noirâtre de son XXe siècle, dans le macabre de son cloaque, au cœur du mal d'entre le mal, connais-toi toi-même, toi qui entres ici, laisse toute espérance et il enseigne toutes choses, ont été calcinés, réduits en poussière dès leur descente du train à bestiaux, où on les avait jetés. Et quand, passant les grilles du portail, levant les yeux, ils ont vu forger cette abomination, le travail rend libre. Là, à cet instant, en ce lieu d'où aucune voyelle ni aucune consonne n'a pu échapper, l'esprit de la connaissance delphique, de la poésie dantesque et de l'enseignement des Lumières ont été possédés par l'esprit du mal.
Et sur le corps lacéré de la petite Regan MacNeil, on a vu apparaître un bouleversant « Help me ». Help me. Quelle autre inscription l'Occident peut-il se permettre? Qu'est-ce que l'Occident peut-il aujourd'hui exprimer de mieux que « Help me » pour sortir de la fragmentation, pour tenter de retrouver l'unité avec tout ce qui respire et qui vit? Non pas le vivant, mais l'organique association des choses les unes avec les autres, que A se relie à B, et B à C, et, réinventant l'alphabet, à l'aune de ces mises en relation, tout ce qui existe puisse accéder à une dimension supérieure, cela que Corbin appelle l'imaginal et que d'autres appellent l'humanité. Help me. Alors peut-être vous en souvenez-vous, dans les années 1940, dans les environs de Mossoul, en Irak, en Orient donc, un prêtre archéologue, Lancaster Merrin, trouve une statuette représentant le démon Pazuzu, porteur des vents mauvais. La nuit même, contemplant une grande statue de ce même démon, Pazuzu, s'interrogeant sur la nature du mal, le prêtre a la prémonition qu'il sera bientôt amené à l'affronter. Au même moment, à des milliers de kilomètres de Mossoul, dans une maison du quartier Georgetown de Washington, en Occident donc, au cours d'une fête, la petite Regan MacNeil, 13 ans, descend de sa chambre pour apparaître au milieu des convives et s'adressant à un des invités astronautes, d'une voix froide, elle lui dit « Tu vas mourir là-haut ». Et elle se met à uriner. Les jours qui suivent, malgré les examens médicaux où l'on soupçonne des troubles psychiques dus à l'adolescence, Regan est gagnée par des spasmes de plus en plus violents. Elle parle avec une voix rauque, elle dévale les escaliers sur les mains et les pieds, mais le visage tourné vers le plafond, elle crache du sang, elle éructe des propos scatologiques, elle défenestre un homme et se masturbe à l'aide d'un crucifix. Un soir, le père Carras accourt au milieu de la nuit, appelé de toute urgence, et sur le ventre de la fillette apparaissent ces mots, comme tracés par un doigt depuis l'intérieur du corps, « Help me ». L'Orient vient de posséder l'Occident, et cette possession est, pour le public occidental, un film d'horreur. Un exorciste est alors dépêché auprès de la jeune fille pour affronter l'esprit démoniaque, et c'est alors qu'entre en scène Lancaster Merrin, interprété par Max von Sydow, qui, des années plus tôt, était ce chevalier du 7e sceau de Bergman, qui joue aux échecs avec la mort, le temps de trouver les sources du mal. Le 8 mars 2020, le grand Max von Sydow s'est éteint, et à l'instant de sa mort, son identité s'est donc fixée. A-t-il songé au point A et point B tendus entre ces deux rôles où il affronta la mort et à travers elle le mal? Reliant Lancaster Merrin de l'Exorciste et Antonius Bloch du 7e sceau, Max von Sydow a-t-il accédé à une dimension supérieure pour entrer non sans violence dans cette bonne nuit et rager et s'enrager contre la mort de la lumière? 2 siècles après l'exorcisme de Regan MacNeil, vers 2143 à peu près, à des années-lumière de la Terre, l'ordinateur de bord, maman, interrompt le trajet de son odyssée et réveille l'équipage du Nostromo, maintenu en biostase. Un faible signal radio a été détecté dans les parages du système planétoïde Zeta Reticuli, Help me en quelque sorte. Liés par leur contrat à explorer toute possibilité de vie extraterrestre, l'équipage du Nostromo se rend sur une toute petite planète, LV426. Alors qu'ils inspectent ce qui semble être les débris d'un ancien vaisseau, le second de l'équipage, Kane, est victime d'un parasite sorti d'un œuf, sorte de poulpe qui se fixe sur son visage et dont la queue se resserre autour de son cou. Fécondé par ce poulpe, Kane meurt quelques heures plus tard, libérant depuis sa cage thoracique un xénomorphe qui va décimer presque l'entièreté de l'équipage. Que ce soit L'Exorciste ou Alien, ces 2 œuvres cinématographiques parmi les plus célèbres dans leur genre reposent entièrement sur l'horreur que nous inspire l'esprit démoniaque du premier et le monstrueux xénomorphe du second. L'un, autant que l'autre, ont pour source d'inspiration le démon Pazuzu. D'une part, dans L'Exorciste, il est nommément montré au début du film, et d'autre part, il est une des sources d'inspiration du plasticien et sculpteur Hans Wedi Giger, qui imagina et dessina l'alien. Pour qui visionne ces 2 films, il ne fait aucun doute que l'esprit démoniaque du premier et le xénomorphe du second
sont l'un autant que l'autre l'incarnation du mal venu de l'Orient, contre lequel Lancaster Marine et Helen Ripley doivent, à 2 siècles d'intervalle, conduire la plus impitoyable des batailles. Et lorsque Ripley finit par anéantir cette saloperie en la précipitant dans la froideur de l'espace, on est aussi heureux et soulagé que lorsque le démon de l'exorciste est terrassé. Cependant, dès lors qu'on regarde ces films comme une métaphore du lien entre l'écrivain et l'écriture, tout s'inverse et notre perception fait l'objet d'une révolution copernicienne. Car écrire, c'est au contraire espérer la plus puissante des possessions. C'est désirer être possédé comme l'esprit possède la petite Mégane. C'est cracher du sang, marcher à l'envers et se masturber avec un crucifix. C'est faire le bond féroce du fauve sur l'esprit démoniaque, comme le fait le père Carras à la fin de l'Exorciste, pour le rouer de coups, le saisir à la gorge et lui intimer cet ordre impératif « Prends-moi, prends-moi, possède-moi » et se jeter sur le papier comme se jette le père à travers la fenêtre pour, se tuant lui-même, tuer le démoniaque en l'homme. Écrire, c'est accepter que le parasite qu'est le verbe vivre nous incube et que le poulpe noir du désenchantement féconde en nous l'histoire qui nous fracassera le sternum. C'est mettre en relation l'exorciste au point A et l'alien au point B pour nous faire basculer vers la dimension supérieure et se retrouver prisonnier à l'intérieur de soi et graver l'appel à l'aide « Help me ». Et alors, du coup, naître artiste, amorcer le travail d'exorcisme jusqu'à ce que, forcé par une nécessité extrême de sauver l'enfant que nous avons été, obliger le démoniaque à passer dans notre propre puissance, dans notre verbe, et se jeter sur le papier pour écrire la conscience que nous avons du mal. Et si, en effet, le père Carras se jette par la fenêtre pour se donner la mort, l'écriture relève de ce même geste, un suicide salvateur pour aspirer hors du monde l'esprit maléfique, le prendre sur soi et le tuer en se défenestrant sur le papier. Du point de vue de l'écriture, le mal est un esprit paradoxal puisqu'il provoque la nécessité de l'écriture. Il faut bien être possédé par ce mal pour se jeter sur le papier et en faire un espace de guérison. Il a bien fallu que Shakespeare se fasse posséder pour écrire Lady Macbeth. C'est pas des blagues. Et Dostoïevski pour porter les frères Karamazov et Anna Akhmatova pour vomir son requiem. Et Kafka pour entrer dans la métamorphose de Grégor Samsa et Maurice Ponce pour nous offrir les saisons. Il faut bien laisser l'écriture nous fracasser la poitrine. Tout écrivain, en ce sens, est habité par la figure paradoxale du démon Pazuzu. Pazuzu apparaît au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il apparaît en Assyrie. Il est en position d'attaque, toute griffe et dents dehors. Pazuzu effraie ceux qui croisent son regard. Son apparence monstrueuse est hybride entre l'homme et l'animal. Son visage inspire la terreur. Avec ses crocs acérés, ses pupilles dilatées et ses sourcils froncés, Pazuzu a un statut particulier parmi les démons. Il est de nature divine, alors que les autres démons ne le sont pas. C'est pourquoi il est appelé roi des démons mauvais. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent se rendre dans le département des Antiquités orientales au musée du Louvre, dans la salle 230, consacrée à la Mésopotamie. Dans la vitrine 4, où sont exposés les documents royaux de l'époque néo-assyrienne, on peut admirer une statuette de bronze de 15 cm de haut représentant Pazuzu, datant du 7e siècle avant notre ère, en tout point équivalente à celle que Lancaster Marine découvre dans l'Exorciste, et à l'endos de laquelle on trouve cette inscription « Moi, Pazuzu, fils du dieu Ampa, je suis le roi des mauvais démons. Je gravis la montagne puissante et furieuse, et j'ai imposé au vent, au cœur desquels je me déplace, la direction de l'ouest, l'Occident. À chacun d'eux, j'ai brisé leurs ailes. » Roi des vents mauvais, il est le dieu qui apporte les épidémies et les mauvaises récoltes. Mais paradoxalement, Pazuzu a aussi le pouvoir de contrer les créatures maléfiques, notamment la démone Lamashtu, responsable de la mort des nourrissons. Contre elle, Pazuzu protège les femmes enceintes. Pazuzu protège donc ceux qui, fécondés par le parasite, donnera naissance à l'alien. Ainsi, il y a un lien direct entre Pazuzu et l'écrivain porteur de ce que le verbe vivre, ce parasite indestructible, a fécondé en lui. Pazuzu protège celui dont le thorax sera fracassé pour que s'en libère toute la violence poétique du xénomorphe. C'est un paradoxe. Celui qui crée meurt de ce qu'il a créé. Mais c'est précisément à ce paradoxe-là
que nous invitent ceux qui, en fin de compte, ne sont rien d'autre que des mantras secrets inscrits au fronton de l'élévation métaphysique. Connais-toi toi-même. Toi qui entres ici, laisse toute espérance. Il enseigne toute chose. Ces phrases sont douées d'un esprit de possession. Ils sont les incubateurs de ce qui permet de fendre l'œil de l'humain pour qu'il puisse offrir au monde le poème, et c'est leur élévation précisément. C'est la puissance du dépassement qu'elles offrent au monde que la phrase « le travail rend libre » a égorgé au cours du XXe siècle et contre quoi la force protectrice de Pazuzu, c'est-à-dire la puissance des artistes et des philosophes, n'a pas réussi à empêcher. C'est cette phrase et le camp d'extermination qui s'ouvre au-delà d'elle qui ont possédé notre époque et le possèdent toujours. Et c'est le même esprit maléfique qui les anime, qui se répète depuis à travers les massacres du Rwanda, jusqu'à ceux de Butcha, jusqu'au jour du 7 octobre, et c'est ce même esprit qui est en train de ravager, sans plus aucune justification possible, toute la bande de Gaza et alimente toujours davantage les exactions en RDC. Et nous sommes dans le ventre d'un corps qui a été possédé par le plus virulent des démons et nous écrivons de nos doigts à la surface de notre époque « Help me ». Car oui, malgré le labour des guerres où tournent et se retournent les morts sans sépulture, malgré les massacres qui perdurent, il y a dans l'entraide des sociétés civiles, dans la solidarité invisible, dans le courage de certains hommes et femmes politiques, de certains diplomates, de beaucoup de bénévoles, dans l'entêtement de quelques scientifiques, dans l'honnêteté de certains journalistes et dans l'acharnement des associations et de ceux qui croient encore à la justice, il y a encore la force de tracer à la surface d'une époque étranglée par l'angoisse « Help me » avec l'espoir que, devenant notre propre exorciste, on se saisisse à bras le corps de ce démon, l'aspire en nous pour nous défenestrer hors du temps et libérer les prochaines générations de cette abomination. Il faut pour cela additionner toute la force de Pazuzu, toute la violence et la rage de l'alien, toute la beauté des poètes et toute la bonté humaine pour parvenir à un tel triomphe. Alors, pour l'instant, il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas très avancé encore. Si par une nuit d'hiver, un voyageur, débarquant d'un autre temps, dépassait le seuil d'une quelconque porte pour accéder à notre époque, il y a fort à parier que, levant les yeux, il verrait inscrire cette injonction à tous les voyageuses qui arrivent d'un quelconque multivers. Cette époque dispose d'un collector de bouteilles en plastique et de canettes en aluminium. En outre, à tous les fumeuses, il est interdit de vapoter dans les espaces publics. Pour l'instant, on en est là. Chaque époque a le fronton qu'elle mérite. Nous, c'est celui-là. Mais ce qui est inscrit sur les murs n'est pas ce qui est inscrit dans les cœurs. Et aux injonctions des frontons collectifs, qui offrent leurs instructions au regard de tous, il est possible d'opposer la multitude des frontons individuels avec leur inscription intime et secrète. Lorsque Travail, Famille, Patrie remplaça sur les frontons des bâtiments français Liberté, Égalité, Fraternité, aux multitudes qui acceptèrent d'obéir, il se trouva une armée de l'ombre qui choisit de refuser. Car qui que nous soyons, au jour de notre naissance, nous passons, tel Dante à travers la porte de l'enfer, le portail qui nous fait entrer dans la vie. Ce portail est d'autant plus mystérieux que nous n'en avons aucun souvenir. Débute alors un voyage. On pourrait alors voir le jour de notre naissance comme le premier jour de répétition d'un spectacle dont l'écriture se déroulera au fur et à mesure de la création jusqu'au soir de la première, la mort. Comme l'enfant, tout spectacle, au départ, cherche son vocabulaire. Tout spectacle ne sait pas comment parler. Rassemblés autour du plateau, l'équipe de création et les comédiens s'échinent des jours durant pour comprendre les principes et les règles de ce spectacle. Dès lors, tout devient écriture. Un son, une musique, une manière d'entrer et de sortir de scène, un geste, un accessoire, le moindre rayon de lumière. L'écriture devient une addition de matière pour former un seul langage. Polyphonie, dira la dramaturge Charlotte Farset. Polyphonie des écritures qui fait en sorte que les mots écrits ne sont pas à eux seuls toute l'écriture d'un spectacle. Dans leur rencontre et leur lien aux autres matières, toutes les écritures d'un spectacle, qu'elles soient sonores ou visuelles, dans leur association les uns aux autres, chacune dépasse sa dimension pour aller vers la dimension supérieure et sortant tous ensemble des nuages, la clarté de l'écriture apparaît enfin. Ce spectacle parle ce langage.
Dès lors, on peut commencer à travailler, à le construire. C'est une longue période pénible où il s'agit de chercher, avec la crainte de ne jamais trouver. C'est le sentiment de l'enfant, d'entendre ses parents parler, le chat miauler, le chien aboyer, fasciné par le fait de voir autour de lui les gens se tenir debout et marcher, et qui se demande comment il fera pour arriver à une telle maîtrise et du langage et du mouvement. Il faut plusieurs essais infructueux pour parvenir à cerner ce qui préside à la nature d'un spectacle. Une fois le langage acquis, la polyphonie trouvée, il s'agit à présent de déterminer la dramaturgie. Comment la narration s'articule? Comment le temps s'écrit? L'histoire va-t-elle aller en ligne droite? Et de quelle façon les comédiens jouant plusieurs rôles procéderont au changement? C'est une période de construction qui est aussi celle de l'adolescence et l'accès à la maturité. Ainsi, si vivre, c'est avancer à l'intérieur d'un brouillard et apprendre à incarner les aspirations de sa vie malgré le doute, les incertitudes, les chagrins et les échecs, alors cette inflammation du verbe vivre ne diffère pas trop de l'angoisse du verbe créer. D'autant que la vie, autant que le théâtre, sont tendus vers une seule et même finalité, la mort. J'ai toujours considéré la première d'une création comme un enterrement. L'arrivée des spectateurs reste toujours à mes yeux une cérémonie funèbre qui consiste, à la fin de chaque représentation, d'applaudir ce qui n'aura plus jamais lieu, puisque cette représentation-là, de cet art vivant-là, ne pourra plus se représenter de la même manière. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est pourquoi on n'applaudit pas à la fin d'une projection cinématographique, à l'exception d'une projection officielle, mais à l'UGC des Halles. Pas d'applaudissements après la séance de 15h30. Pourquoi applaudir ce qui se déroulera de toute façon de la même manière à la séance de 16h15 ? Au théâtre, pas de séance, mais des représentations, et le préfixe « re » n'est pas là pour des prunes. Parce qu'il faut refaire, la différence entre le théâtre et la vie réside finalement non pas dans la mort, que dans la connaissance que nous avons de la date de cette mort. La date de première au théâtre est connue à l'avance, quand, pour notre plus grande chance, Pandore, libérant tous les maux qui ont fait notre malheur, eut juste le temps de refermer la boîte avant que ne sorte le pire d'entre eux, le désespoir. Si Pandore l'avait laissé échapper, chaque humain verrait inscrit au fronticipe de sa naissance la date de sa mort. Et ce savoir-là aurait été la véritable désespoir. Et c'est parce que nous ignorons cette date que la vie nous est possible, que nous pouvons faire des projets. Il suffit, pour toucher au vertige de ce qu'aurait été ce désespoir, de prendre conscience que, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, chacun de nous passe, sans le savoir, par la date anniversaire de sa future mort. Alors, à ce propos, il n'est pas encore 10h du matin et mes chances s'amenuisent de mourir aujourd'hui, même si on ne peut présumer de rien. Cela dit, je dois vous avouer qu'en entrant tout à l'heure dans la salle pour me présenter devant vous, je me suis fait la réflexion que ce n'est pas parce que je ne suis pas mort à 9h que je ne pourrais pas, avec un peu de chance, mourir à 10h et tomber mort par arrêt cardiaque juste à la fin de la leçon, répondant ainsi au sang versé de la leçon inaugurale. Ce serait une sacrée finale. Et j'ai la conviction que parmi vous, certains seront déçus si une telle chose ne se produisait pas. Mais bon, on verra. En attendant de mourir, donc, poursuivons, puisqu'il faut bien en finir. Dans le 10e et avant-dernier opus de la phase 3 de la saga des Avengers, intitulée Avengers Endgame, nous assistons à la quête des 6 pierres d'infinité qu'entreprennent nos héros pour ramener la moitié de la population de l'univers après avoir été effacée d'un claquement de doigts par l'inéluctable et inénarrable Thanos. Thanos, il est rigolo. Partant du principe que pour sauver l'humanité du dérèglement climatique, il suffit simplement d'éradiquer au hasard la moitié de toutes les populations qui peuplent l'univers, Thanos met à exécution son plan dans l'épisode précédent grâce aux fameuses pierres d'infinité qui lui procurent ce pouvoir. La tactique des Avengers consiste donc à remonter le temps pour récupérer les pierres avant que l'inéluctable et inénarrable Thanos ne les récolte pour, claquant des doigts à leur tour, ramener tous ceux qui ont été effacés. C'est simple, mais ça ne se fait pas en criant ciseaux.
Les héros se partagent donc en plusieurs équipes et partent chacun dans une époque différente, et parmi eux, Natasha Romanoff, dite la Veuve Noire, et Clint Barton, dit Hawkeye, qui ont pour mission de se rendre sur la planète Vormir pour y récupérer la pierre de l'âme. À peine sont-ils arrivés là que Crâne Rouge, le gardien du mont, les informe que, pour que l'un des deux puisse se saisir de la pierre de l'âme, il faut que l'autre se sacrifie. L'un des deux doit mourir. Natasha Romanoff, autant que Clint Barton, trouvent dans l'idée de leur mort un accomplissement d'autant plus libérateur qu'ils ont tous les deux perdu les êtres qu'ils aimaient. Se sacrifier pour sauver l'autre tombe sous le sens autant pour l'un que pour l'autre. Tout comme au restaurant, on se dispute entre amis pour régler la note, Natasha et Clint se disputent pour savoir qui des deux va mourir. Leur dispute s'achève au pugilat jusqu'à ce que, prenant le dessus, Natasha Romanoff parvient à se jeter dans le vide, laissant Clint désespéré, le cœur noirci par un deuil supplémentaire et la pierre de l'âme tant convoitée entre les mains. C'est très émouvant, mais ce n'est pas nouveau. Parce que Natasha Romanoff et Clint Barton, c'est une histoire assez ancienne qu'on retrouve dans la tragédie Alceste d'Euripide, écrite en 438 avant notre ère. On y retrouve Apollon, qui, pour avoir décimé les Titans, a été condamné par son père, Zeus, à servir à titre de domestique 1 an durant chez un mortel. Mais, magnanime, au lieu de lui imposer un abruti, Zeus offre à son fils d'être domestique à la maison de Admète, un homme juste et sage, qui vit une existence heureuse en compagnie de sa femme Alceste. Alceste et Admète sont jeunes. Au dernier jour de sa peine, alors qu'il se prépare à faire ses adieux, Apollon voit débarquer l'inéluctable et inénarrable Thanatos, le serviteur de la mort. Thanatos, lui dit Apollon, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut Apollon, écoute, je viens chercher quelqu'un dans cette maison. Ah ouais, tu viens chercher qui? Alors attends, Thanatos consulte son registre et dit un mec, un certain Admète. Et Thanatos, qui n'est pas pour sa part un rigolo, se met à pouffer. Admète, il ne va pas admettre. Mince, se dit Apollon, et laissant l'inéluctable et inénarrable Thanatos rire comme un débile, il va aussitôt avertir Admète qui, évidemment, le prend très mal. Mais moi, je ne veux pas mourir, ce n'est pas possible, je suis marié, j'aime ma femme m'aime, la vie est incroyable, je ne vois pas pourquoi je mourrais là, maintenant. Oui, je sais, dit Apollon, je sais bien, mais là, ce n'est pas des arguments valables, enfin, tu vois ce que je veux dire. Des gens qui ne veulent pas mourir, il y en a plein, et ils meurent tout le temps, tout le monde a d'excellentes raisons de ne pas mourir, sans compter, en plus, que Thanatos, il est comme il est vachement procédurier. Nous, déjà, à l'Olympe, on n'en peut plus. Bon, d'accord, mais là, tu ne peux pas faire quelque chose, tu es le fils de Zeus tout de même. Bon, c'est pas écrit comme ça dans Euripide, c'est ma manière. Bon, je vais voir, dit Apollon, je ne te promets rien. Alors Apollon retourne voir Thanatos, qui l'arrête tout de suite. Ah non, je te vois venir, fils de Zeus, je sais ce que tu vas me demander, putain, Thanat, on peut négocier? Non, il n'y a rien à négocier, qu'est-ce que tu veux négocier? Non, mais je rêve, l'heure, c'est l'heure, si tout le monde se mettait à négocier, tu te rends compte? Une très longue discussion s'ensuit entre menaces et engueulades, au bout de laquelle Thanatos finit par dire « Écoute, moi je m'en fiche, j'ai juste besoin d'un cadavre, c'est tout. Si ce n'est pas celui d'Admète, il me faut celui de quelqu'un d'autre, c'est tout. » Bon, Apollon retourne voir Admète et l'informe qu'il est possible de rester en vie à condition que quelqu'un accepte de mourir à sa place. Alors, ni une ni deux, Admète va voir son père. « Papa, voilà, toi, tu es vieux, tout ça, moi, tu comprends, je commence, est-ce que tu veux bien mourir à ma place ?» Alors le père regarde son fils, il lui dit « Non, mais t'es con, il est hors de question que je meure à ta place, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? J'aime ta mère, et ce n'est pas parce que je suis vieux que la vie a moins d'importance pour moi. » Alors Admète va voir sa mère, qui lui rappelle que ce n'est pas de lui qu'elle est amoureuse, mais de son père, et qu'elle ne voit pas pourquoi elle abandonnera son mari au profit de son fils. Bref, cette agitation finit par arriver aux oreilles d'Alceste, qui, elle, n'hésite pas. Si quelqu'un doit mourir pour sauver Admète, c'est elle. Et à l'offre de son sacrifice, Admète accepte. Il dit oui. Admète veut bien que sa femme meure à sa place, alors que s'il ne voulait pas mourir, c'est justement pour rester avec elle. Enfin, mais il accepte. Il accepte qu'Alceste meure à sa place. Admète accepte qu'Alceste meure à sa place, à l'image encore aujourd'hui de tant et de tant d'hommes qui, ouvertement ou non, finissent par accepter ou exiger ou imposer ou faire en sorte que leur femme meure à leur place, sacrifient leur carrière pour promouvoir la leur, pour la sauver, ou du moins ne pas lui faire trop d'ombre. C'est à cela qu'Admète obtempère. Et dès le lendemain, Alceste, voyant arriver l'inéluctable et inénarrable Thanatos, s'empoisonne et entre dans l'Hadès, moment absolument bouleversant d'amour et de sacrifice.
Alceste meurt à la place d'Admète. Elle meurt à sa place, tout comme Natacha meurt à la place de Clint. Elle meurt à sa place. Car oui, la seule manière d'épargner à l'autre une mort inévitable consiste de mourir soi à sa place. Et s'il est vrai que ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, et que nul mort, aucun mort, ne peut enterrer son propre cadavre, cela est dû à cette vérité absolue, Pallis de la palisse, qui veut que nul, même un Dieu, même la lumière, rien, absolument rien, ne peut mourir une mort qui ne soit pas la sienne. Personne ne peut mourir ma mort à ma place. On peut mourir à ma place, mais on ne peut pas mourir ma mort à ma place. Dès lors, si personne ne peut mourir notre mort à notre place, personne ne peut par définition naître non plus notre naissance à notre place. Personne ne peut dire à l'être qu'il aime le plus au monde « pousse-toi que je meure ta mort ». Personne ne peut dire « pousse-toi que je naisse ta naissance ». C'est toi qui naîtras, mais je vais t'épargner les douleurs, les emmerdements de la naissance en sortant de la matrice de ta mère à ta place. Alors si personne ne peut naître ma naissance, et si personne ne peut mourir ma mort, si ces vérités sont si évidentes qu'il en devient presque débile et absurde de les énoncer, pourquoi alors tant d'entre nous acceptent de ne pas vivre leur vie et de la laisser vivre par d'autres, par les dogmes, par les ordres, les obligations, les coutumes, les traditions, la publicité? Pourquoi accepter de laisser les autres penser nos pensées à notre place ? Alors, le temps passe et je ne suis toujours pas mort, ce qui inévitablement va exiger de moi de trouver une fin à cette leçon. Mais justement, alors quelle fin ? Comment finir ? Quelle fin qui soit la mienne ? Et comment sait-on que l'on a fini ? Et comment faire en sorte que cette fin soit celle de cette leçon ? Et finit-on jamais quoi que ce soit ? Comment achever une histoire ? Comment une histoire se termine ? Une fin est toujours un choix. L'auteur choisit le moment où il cesse de raconter. Voilà, ils moururent, et ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, il y a une ambiguïté dans l'idée de la fin. Les personnages continuent après la fin de l'histoire, mais ils n'existent plus, sauf ceux qui ont la chance de mourir sur scène. Le vieux laquais malade qu'on a oublié, lui, il marmonne des choses qu'on ne comprend pas. Il se dit à lui-même « Oh, ben oui, la vie, elle a passé. Hein. On n'a comme pas vécu. » Alors, il se couche, il dit « Moi, je vais me coucher un peu. » Et il se parle. « T'as plus de force, mon pauvre vieux. Il te reste rien. Il te reste rien de rien. Propre à rien, va. » Et il reste couché, immobile. Ainsi s'achève la cerisée d'Anton Tchekhov. Tchekhov n'a pas écrit dans la didascalie que le vieux Firse est mort, mais on le comprend. Tchekhov ne l'a pas écrit car, en bon médecin ayant vu beaucoup de gens mourir, Tchekhov sait que la mort, contrairement à l'amour, n'existe pas. On dit « je t'aime » et on aime, et on sent qu'on aime, alors l'amour existe. Mais on dit « je meurs » mais on est encore en vie, sinon on ne pourrait pas le dire, alors qu'est-ce qu'on en sait ? Et finalement on meurt, mais une fois mort, soit ça continue, alors on n'est pas mort, soit c'est le néant où il n'y a rien, pas même la mort. Quant à ceux qui restent, les vivants, eux disent devant le cadavre « il est mort ». Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne sont jamais morts. Quand ils disent « il est mort », en vérité, ils veulent dire « je ne peux plus lui parler, je ne peux plus entendre son rire, ni l'embrasser, je ne peux plus me promener à ses côtés, il me manque, je ne peux plus faire l'amour avec lui, je ne peux plus partager un expresso serré à la terrasse d'un café avec lui. » Alors on dit « il est mort ». Et c'est vrai que c'est une absence bouleversante et que l'autre n'est plus que dans le souvenir, dans l'invisibilité des choses. Et tout à coup, dans le revers de la cuillère, apparaît furtivement le reflet inversé de celui qui est mort. Bouleversé, on se retourne, on sait qu'il est là. Alors on dit à voix haute « je sais que tu es là et je t'aime toujours et tu me manques ». Alors on rit, on pleure. On va se recueillir sur la tombe, mais au fond, ce qu'on appelle la mort n'est qu'une convention. C'est une convention, comme au théâtre, quand il s'agit de marcher au ralenti, pour exprimer, pour montrer que le personnage est mort. Ou alors, tout simplement, finir de boire un verre d'eau et une fois le verre sera posé sur la table, cela signifiera que le personnage est mort. Ce ne sont que des conventions du langage. Et en effet, lorsque le verre touche la table, les spectateurs pensant à ceux qu'ils aimaient et qui sont morts,
se mettent à pleurer en silence. Mais la comédienne qui joue, celle qui meurt et qui est en train de déposer le verre, qui vient de le déposer, elle, la comédienne, elle entend les spectateurs pleurer, renifler dans la salle, elle les entend renifler. Eh bien ça la bouleverse. Il faut avoir vécu ça. Jouer une scène qui bouleverse les spectateurs et les entendre pleurer, il faut avoir vécu ça. La comédienne se dit « J'ai réussi à porter pour tous la douleur de la perte. » Et alors, Phèdre, malgré son malheur, est heureuse. « J'ai voulu devant vous, exposant mes remords par un chemin plus lent, descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur, le venin parvenu dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel et l'époux que ma présence outrage. Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Et Phèdre meurt. Phèdre meurt, elle sort de scène au ralenti. Mais à peine arrivée en coulisses, vite, elle va dans sa loge, elle se change à peine, un taxi est là, et sans pouvoir saluer à la fin du spectacle, elle court, et déjà en sanglots, elle se précipite vite, pour arriver au chevet de son époux qui, hasard des hasards, s'appelle aussi Hippolyte. Il meurt, lui a-t-on dit, entre l'acte 2 et l'acte 3, accident de voiture ou autre, mais the show must go on. Alors elle a été au bout de la représentation, et Phèdre est morte, et elle court, et dans le taxi, elle réécoute le message « Venez vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir ». Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. Papa, je suis là. Et ce père qui n'avait jamais su parler au seuil de la mort, se met à parler à sa fille que jamais personne n'explique ta vie. Demeure un mystère, que tes gestes étonnent par leur puissance. Ceux qui font l'honneur du monde, nul ne peut expliquer leur grandeur, les criminels seuls sont explicables. Que le mystère te préserve et soit un horizon ouvert pour ton époque. Je t'aime. Sache cela. N'en doute jamais. Ton père t'aime, et qu'importe qui aura été ce père, il t'aime. Ne te dispute pas avec tes amis, et si tu te disputes, réconcilie-toi, car quand tu seras à l'endroit où je me trouve, où les portes s'effacent, les raisons de tes colères t'apparaîtront bien vaines, et le père meurt. Alors bien sûr, on pleure et on tombe à genoux. S'ouvre alors le rituel des rituels qui veut que celui qui est parti a besoin d'être guidé pour se frayer un chemin à travers les vallées de la mort. Ne t'inquiète pas, je suis là, hurle-t-on à l'oreille de celui qui s'en va. Je t'aime, tu peux partir en paix, tout est bien. Ne t'inquiète pas, et on se penche à l'oreille de celui qui meurt. On attend la mort avec lui, mais elle arrive si doucement, elle arrive si imperceptiblement qu'entre la respiration et l'expiration, le temps s'allonge. Et dans ce laps de temps, tout ce qu'on peut faire, c'est offrir à celui qui meurt sa présence. Deux êtres humains se sont aimés sur la terre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'un accompagne l'autre. Et celui-là, voilà, ça y est, il reste suspendu, le souffle arrêté. Alors on ouvre les fenêtres. Il y a des jardins dont la beauté leur est donnée par le mur de pierre qui les clôture. Magnifique mur, que fleurs et papillons habitent. Eh bien, l'être aimé est semblable à ce mur. Il confère tant de beauté à la vie de l'autre que sa mort est un effondrement. Ce mur si magnifique, si beau, qui donnait tout son sens au jardin, s'est effondré. Celui qui reste et qui est dans le chagrin doit, pierre après pierre, déblayer l'effondrement. Les pierres alors sont rangées précieusement dans un coin du jardin. On ratisse, on désherbe. Et puis un matin, sans prendre garde, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, sortant de la maison, voilà qu'on lève la tête et nous apparaît dans sa splendeur le paysage que jusque-là nous n'avions jamais vu, parce que le mur le cachait. Le soleil nous inonde. On voit son lever, chose à laquelle on n'avait jamais pu assister. Et toute cette beauté nouvelle, cet horizon qui se donne à nous, n'est pas perçu comme une libération. Rien ne vient nous murmurer « voilà ce que des années durant le mur t'a empêché de voir ». Au contraire, le surgissement de ce paysage est la dimension supérieure dans laquelle notre mise en relation avec l'esprit de l'autre nous fait entrer.
L'être aimé continue de nous gratifier de son amour. Alors, réutilisant les pierres, on s'en sert pour les positionner, non pas à la verticale dans le but de dresser un mur, mais à l'horizontale pour s'en faire un chemin, vers l'horizon, là-bas, nouvellement offert. Alors, écrire, ce n'est que cela. Utiliser les ruines pour construire des chemins. Se servir des deuils pour bâtir des récits, et se souvenir des morts pour s'adresser aux vivants. Il faut simplement travailler, et tout le temps, et sans répit, et ni repos. Et à ceux qui vous disent « mais tu es encore en train d'écrire, tu ne veux pas t'arrêter un instant, prendre des vacances, te reposer ?» Répondez ceci de ma part. Demander à un écrivain d'arrêter d'écrire pour se reposer et prendre des vacances, c'est comme demander à un amoureux d'arrêter d'aimer, insinuant par là qu'il ne serait pas bon d'aimer toujours. C'est de lui dire « mais arrête d'aimer, prends une pause, c'est les vacances, il n'y a pas que l'amour, merde !» Eh bien si, il n'y a que ça. Et dans toutes les déclinaisons possibles, du plus intime au plus politique, de la plus violente colère au plus sociale, au plus métaphysique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il n'y a que ça. Amour, passion, poésie, à inscrire au fronton de toute vie. Ainsi s'achève donc cette dernière leçon et avec elle ce cours sur les verbes de l'écriture. Il est temps donc pour moi à présent, en guise d'épilogue et avant l'exodos, de conjuguer le verbe remercier. Je voudrais remercier le Collège de France et son équipe, Reynald, Marina, Francisco, Bruno et Tanguy. Je remercie l'équipe de la Colline, Florence, Arnaud, Dorothée. Je remercie celles et ceux qui ont accepté de participer au séminaire et que j'ai nommé tout à l'heure. Je remercie ceux qui parmi vous avaient suivi si joyeusement ces leçons et ceux qui sont venus parfois les écouter. Votre présence et votre écoute ont contribué à me donner l'énergie nécessaire pour traverser cette aventure ahurissante. Alors, je ne meurs visiblement toujours pas. Alors, à défaut de la mort, voici l'exodos. Le moment donc de sortie, qui est bien une façon de mourir, puisqu'elle signe la fin du spectacle, ici, d'une leçon. Exodos, comme exode. De ex, sortir, et odos, route, exode. Sortir de la route. Quoi de mieux pour évoquer la mort qu'une sortie de route? Ex-ode, ode, sortir de l'ode. L'ode qui est la poésie. Ex-poésie alors, sortir de la poésie. Ce serait donc ça la mort? Ce qui n'est pas poésie me tue. Jolie devise. S'il me fallait en choisir une, celle-là me conviendrait, et c'est avec beaucoup de légèreté que, montant sur un escabeau qu'on appelle l'écriture, je la graverai au fronton de ma vie, dans le parfum des figuiers sauvages, et lettre par lettre, et souvenir par souvenir, dans le bourdonnement des cigales et sous la vibrionnante canicule du verbe mourir. Merci.